J'ai ressorti ma plus belle chemise pour cette vidéo. Alcaraz sorti par Tommy Paul, c'est l'énorme sensation à Toronto la nuit dernière. Faut qu'on en parle, hein. Il s'est passé beaucoup de choses, un problème de niveau et d'attitude pour Carlitos hier. Medvedev éliminé et la fin de mon fils, c'est le programme explosif de ton nouveau digest de Toronto. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec les bonnes habitudes. Vous connaissez désormais la ritournelle, le petit pouce en bas de cette vidéo pour soutenir la chaîne, soutenir le processus algorithmique. Abonnez-vous également si c'est pas encore déjà fait. On attaque avec la première info de ce côté réseau et c'est Constance qui nous la livre en exclusivité mondiale. Donc on a les 4 têtes de série qui ont été éliminées. Carlitos, Daniil, Casper, Stefanos, et c'est, nous le rappelle Je sais et Math, la première fois depuis l'édition 2001 que aucune des 4 premières têtes de série n'est parvenue à se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 du Canada. Alors ok, c'est une stat brute, on va essayer de l'interpréter. En fait, c'est super simple, le top 10 actuel est nul à yesh. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et une séquence sympa. Alors on avait déjà vu Dimitrov et Rublev jouer à Monte Carlo avec des raquettes anciennes des années 60 et 80, et là on a une super séquence. Regardez avec quoi ont joué Alcaraz et Rune pour l'ATP, une raquette à laquelle il manque quelques cordes. Je vous mets le lien dans la description bien sûr, hein, si vous voulez voir ça après cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Et en fait on se rend compte d'un truc, c'est que les joueurs ils ont beaucoup de mal à jouer avec des raquettes qui ne sont pas ultra permissives comme les raquettes actuelles, hein. Vous le savez, les sweet spots sont beaucoup plus larges désormais, et ça nous fait dire aussi que ces histoires de GOAT, franchement, c'est n'importe quoi. Imaginez Rafael Nadal avec une raquette en bois. Imaginez Novak Djokovic dans les années 60. Est-ce que ces gars-là auraient remporté 23 grands chelems? Eh bien la réponse, elle est toute simple. C'est la nouvelle info de ce côté réseau avec le tableau de Cincinnati qui est tombé. Cincy, ça commence dès lundi, hein. On va enchaîner sur la chaîne. Beaucoup de choses à discuter, à commenter bien sûr, hein, sur ces tournois préparatoires avant l'US Open et les quarts projetés, donc techniquement les quarts qui n'auront pas lieu. Alcaraz, Ruud en haut du tableau, Tsitsipas, Rublev, Rune, Medvedev, Sinner, Djokovic. On a également des super premiers tours, hein, à regarder dès lundi et mardi. Ce sera Khachanov Murray par exemple, Berrettini, Auger-Aliassime. Alors là attention, hein, ça sent la poudre. Le Z face à Dimitrov et un magnifique Norrie mon fils. Mon fils, justement, ça nous permet de faire la transition avec le point tactique et nos 2 matchs aujourd'hui au programme, hein, celui de Daniil et celui de Carlitos. Alors un mon fils mené 1-7 1 break et qui a su prolonger le plaisir, et ça nous fait particulièrement zizir. 19 ace, hein, sur ce match, donc un service qui a très bien fonctionné à Toronto, j'ai trouvé, et surtout il s'est prouvé qu'il était encore au niveau, la monf. Peut-être stimulé par les jolies performances de sa femme, Elina Svitolina, Elina mon fils du coup. Alors on l'a vu, hein, piquer avec des gros coup droit, vraiment se battre, se défendre, et faut qu'il reste dans le plaisir, Gaël. Je sais pas s'il y aura de la continuité dans ses performances après ce tournoi de Toronto, mais je le disais, hein, en début de semaine, profitons de ce joueur car il est exceptionnel, il est unique. Allez, la première analyse aujourd'hui, mais bébou des îles, elle concerne Daniil Medvedev face à Alex de Minaur, et un match fou. Un match zinzin, Medvedev qui s'est totalement autodétruit, hein, dans cette partie, on va le discuter. Alors ici par exemple, hein, dans cet échange, on va avoir un break de Daniil dans ce 6e jeu, et il a ressorti la Danilade, le tonton avec 23 coups. La tactique, en fait, la stratégie, c'était de donner assez peu de rythme et de piquer au moment opportun, ce qu'il va réussir à réaliser avec son coup droit ici. Mais justement, son coup droit a été une immense faiblesse sur ce match. Il est à 44 fautes directes, tenez-vous bien, sur l'ensemble des 2 sets, c'est monstrueux, et la moitié en coup droit. Le thème global de cette rencontre, ça a été les doubles fautes, des doubles fautes dans des moments charnières à chaque fois, hein, pour Daniil. Ici, on sert pour le gain du set à 5-3, il n'y a pas de souci particulier, hein, ça va faire 6-3, 6-4 s'il arrive à maintenir son niveau. Eh bien non, une double faute pour Daniil dans un moment crucial. Rendons à César ce qui appartient à Alex de Minaur, franchement un très beau match, hein, de son côté, combatif. On l'avait vu déjà contre Fritz, hein, retourner une situation épouvantable dans le premier set, il était mené 5-1, 2 balles de set, il avait réussi à remporter le set. Et bien là, scénario tout à fait similaire, et puis voilà, on pique ici un coup droit, on suit au filet, il est à 22 sur 30 à la volée, c'est un volume qui est de très grande qualité, j'ai trouvé. Et puis le service côté égalité, hein, on a vu, on déporte Daniil sur l'extérieur, des petits 1-2 amortis, on se retrouve du coup dans le tie-break du premier set, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Daniil mène 5-1,
Donc là encore une fois on se dit, bah, il va réussir à remporter le tie-break, c'est pas possible. Eh bien non, 3 fautes directes, une double faute encore ici sur une balle de 7. Et c'est là aussi où tu te dis, ok, il a récupéré plus ou moins son niveau là en début d'année, super printemps et début d'été pour Daniil, mais moi je persiste à dire qu'il y a un avant et un après ce qui s'est passé à l'Australian contre Nadal, hein. C'est un joueur tout à fait différent maintenant, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des grandes victoires en Masters 1000 et pourquoi pas un deuxième grand chelem, mais il a vraiment changé au niveau mental Daniil, et on l'a vu d'ailleurs en fin de partie, on va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Il est un peu cassé, il est frustré en fait que les gens ne l'aiment pas, ne le supportent pas d'une manière inconditionnelle, et ça c'est une blessure, je pense, qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. On bascule dans le deuxième set, Medvedev qui va avoir 2 fois le break et de Minor qui va s'accrocher, un vaillant franchement, le bip-bip australien qui va faire 2 fois le débreak, et là, qu'est-ce que vous voulez? Balle de break dans cette séquence, de débreak plus précisément, double faute pour Daniil. Cette autodestruction en règle va s'achever à 6-5 avec, je vous le donne dans le mille, une double faute de Medvedev pour donner le match. Il est à 54% simplement derrière sa première balle, Bip Bip qui l'a bien maîtrisé, qui lui-même est à 80% derrière sa première, et puis bah, cette attitude à la fin quoi. Avec un gars dans le public qui dit un truc et on sent la hargne, l'agressivité. C'est quelque chose qu'il avait plus ou moins, je trouve, réussi à contrôler au printemps. Alors on va voir hein, si juste ce Toronto est un accident, comme pour Carlos Alcaraz, ou si c'est un pattern de fond qu'on va retrouver ces prochaines semaines. Et on bascule hein, sur le match de la nuit entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul, une défaite surprise pour Carlos Alcaraz, même si on avait déjà vu les petites amorces de tout ça face à Hubie Hurkacz, un très mauvais départ encore une fois hein, pour Carlitos, et surtout, alors on va commencer cette analyse par les bons points de Tommy Paul, parce que je trouve qu'il a fait un excellent match hein, franchement, et surtout à la volée, les statistiques sont complètement lunaires, il est à 21 sur 23 à la volée, un joueur très fluide, Tommy Paul, grande qualité, pas forcément de faiblesse manifeste hein, dans son jeu, c'est un joueur qui est relativement complet, et il a mis cette agressivité, son jeu vers l'avant, son jeu positionnel, pour juguler les agressions de Carlitos. Et vous le voyez tout de suite ici, hein, c'est un graphique qui est particulièrement parlant. Regardez, 80% des frappes dans le premier set de Tommy Paul sont entre 2 mètres derrière la baseline et à l'intérieur du court. Et pour Carlitos, c'est tout l'inverse, 90% de frappes derrière la ligne de fond, simplement 10% à l'intérieur. Et vous le savez, on l'avait vu face à Marozsan, un petit peu face à Ruusuvuori également à Madrid, mais également contre Yannick Sinner, quand Carlitos est décroché derrière sa ligne, c'est un joueur qui est beaucoup plus vulnérable. Un autre point très bien réalisé par Paul, j'ai trouvé, ce sont les fixations côté revers. Ici, on va appuyer sur le revers de Carlitos, ça également, c'est une stratégie qui est connue, mais de là à la réaliser en constance et avec une belle exécution, il y a un monde. Mais je trouve que Tommy Paul a été très bon là-dessus, donc on fixe le revers sur les rallyes, on veut pas absolument que Carlitos frappe des coups droits, et ici par exemple dans cette séquence, Carlitos qui va réussir à un moment donné à activer son coup droit, et justement ça a manqué de précision hein, du côté de l'Espagnol, avec un peu trop de scories de ce côté-là, et un autre point bien réalisé par Paul sur l'ensemble de la partie, un peu moins dans le cœur du deuxième set où son niveau a drastiquement chuté, c'est le retour de service. Paul est à 58% derrière sa deuxième, Alcaraz simplement à 48%, et ça s'illustre ici notamment hein, avec la belle agressivité de Tommy Paul à l'intérieur du court pour relancer la deuxième balle adverse. Alors vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu également en introduction, un problème d'attitude du côté d'Alcaraz, j'ai trouvé. Alors ici par exemple un breaké 3 fois dans le premier set simplement, et on va jeter sa raquette, c'est un premier signal de nervosité, de frustration. Il n'est pas avec Juan Carlos Ferrero cette semaine, et c'est un geste qu'on a déjà vu un petit peu au printemps, mais c'est pas un joueur qui est habitué à ça, à cette frustration, à cet énervement, c'est plutôt un joueur solaire Carlitos. Et au-delà de l'énervement, ou alors du niveau tout simplement très bon de Tommy Paul, on a le propre niveau d'Alcaraz qui n'a pas été bon ici, une précipitation sur l'amorti de revers, c'était déstructuré en fait, son cadre technique n'était pas assuré. Et la séquence hein, vraiment sur laquelle je voudrais vous alerter, c'est là, c'est à 2-1 sur le deuxième set, et pendant l'intégralité du changement de côté, il va s'énerver, il va houspiller son clan. Alors là, cette semaine, il était avec Martínez Cascales, qui est son co-coach avec Juan Carlos Ferrero, mais on sait, hein, il y a une relation quasiment père-fils entre Ferrero et Alcaraz. Alcaraz qui n'était pas avec Ferrero au Queens, qui avait réussi à remporter le tournoi quand même, mais avec une attitude beaucoup plus cadrée. Alors ce qu'on peut se dire aussi, c'est que, est-ce que c'est pas une défaite
positive sur le long terme, parce que s'il avait enchaîné, imaginez, les victoires à Toronto et à Cincinnati, il y aurait eu le risque d'être un petit peu bouilli. Donc je pense que c'est une défaite qui va mettre voilà, la petite alerte dans sa tête, une défaite c'est certainement vertueuse. On verra comment il va réussir à tirer les leçons de ça. On sait que c'est un joueur qui apprend très vite. Carlitos, dans le deuxième set, quand même belle réaction ici, un twinner franchement fantastique, tout le monde va se lever et il va réussir à enclencher une dynamique derrière ça. Mais Paul qui va reprendre son ascension dans le cœur de la troisième manche avec franchement des courses fantastique vers l'avant à chaque fois sur les amortis, beaucoup d'athlétisme et de conviction dans son jeu à Tommy Paul. Et là, super passing également, il a vu Alcaraz arriver dans une montée quasiment à contre-temps, il va réussir à lui déposer un joli passing en revers sur lequel Alcaraz va gâcher, et derrière Tommy Paul ne sera plus revu. Et on se termine avec le coin prono, les demi-finales à Toronto, des demi-finales surprises globalement, vous allez le voir avec mon partenaire jusqu'à la fin de la saison, Winamax, qui m'accompagne sur les temps forts de la fin de saison 2023. On va se régaler. Alors vous avez le lien dans la description et jusqu'à 100 € de free bet après première inscription. On le précise également, c'est important, ne pariez pas des sommes que vous ne sauriez pas perdre, et c'est un jeu qui est exclusivement réservé aux adultes, ne déconnez pas là-dessus. Alors les demi à Toronto, des dingues du coup, on a Fokina de Minaur et Paul Sinner. Alors Fokina de Minaur, deux joueurs qui jouent très très bien je trouve cette semaine. On a vu Fokina également contre Ruud, très bon, très combatif. Alors le head-to-head nous apprend pas forcément grand chose je trouve sur l'opposition, à mon sens. Ça va se jouer dans la capacité à Fokina à bien rester concentré sur son tennis, à pas se disperser. Forcément, de Minaur, avec sa finale au Queens, son titre à Acapulco, offre quelques références supplémentaires. La sécurité, c'est de Minaur, mais j'ai envie de me faire un petit kiff. Moi, je vais partir sur Fokina, et oui, la Fokinette. Et le deuxième match, Paul Sinner, pareil, le head-to-head n'est pas forcément très pertinent à analyser. Nonobstant, la cote de Tommy Paul me paraît un peu haute. Alors même si Sinner, bien sûr, est large fave, pour moi, Paul devrait plus être aux alentours de 2,50, 2,60 au doigt mouillé, et Sinner un peu plus à 1,60. Donc juste pour la cote, j'ai envie de passer sur Paul. Mais évidemment, on aura une finale de Minaur-Sinner. On se retrouve demain pour débriefer les demi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez de la salade.